Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le point ultime du cours sur Hernani de Victor Hugo. Nous sommes dans la dernière partie, la partie 5, consacrée à l'accueil de la pièce, et nous abordons le dernier point, le troisième aspect, la construction d'une légende à partir de récits de la bataille. En effet, nous allons nous demander si cette bataille d'Hernani, comme on l'appelle, n'est pas en fait une simple légende qui a été reconstruite après les événements. Alors, nous aborderons plusieurs points. D'abord, l'aspect légendaire de la bataille, et ensuite, nous verrons que ce sont des récits qui ont permis de construire cette légende. Nous listerons les points communs entre la bataille d'Hernani et une guerre, une bataille, et enfin, nous verrons combien certains vont remettre en cause la légende. Donc d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on peut parler de légende à propos de la bataille d'Hernani? En fait, quand on lit les faits, les citations de gens qui ont participé à la bataille, on remarque qu'on a concentré sur la première représentation, ce qui s'est en fait passé sur plusieurs dizaines de représentations, de la fin février à la fin juin 1830. Donc en fait, on dit que la bataille d'Hernani, elle a eu lieu lors de la première représentation. En fait, c'est faux. On a concentré sur cette première représentation ce qui s'est en fait passé sur plusieurs mois entre février et juin 1830. Et on le sait par exemple en regardant le journal de Joanny, puisque tous les soirs il écrit ses impressions à la fin du spectacle, et on remarque quand on regarde les dates que l'évolution est significative. D'abord, le 25 février, il écrit « La pièce a complètement réussi », donc c'est bien la marque que finalement la première représentation s'est pas si mal passée. L'ouvrage est vigoureusement attaqué, vigoureusement défendu. 2 jours plus tard, une cabale acharnée le 3 mars, des coups de poing, la police, des arrestations, des cris, la foule le 10 mars. C'est toujours la même chanson, grande affluence et grand scandale le 15 mars. Le scandale continue plus fort que jamais le 20 mars. Et le 18 juin, représentation sans scandale, où je puis dire avoir bien joué. Donc ces témoignages-là nous laissent bien entendre que en fait, la bataille a eu lieu sur plusieurs mois et pas tellement lors du premier soir. Alors les journaux réactionnaires ne retiennent pas l'impact du drame lui-même, mais les détails croustillants destinés finalement à choquer le lectorat, comme le ferait aujourd'hui un journal à scandale. Donc ils vont aborder les vêtements des jeunes romantiques, leurs attitudes lors de l'après-midi dans la salle qui précède la première. Ce qui a été réellement sifflé, ce ne sont pas tellement les enjambements audacieux, comme le dit la légende, mais des effets de langage jugés trop poétiques, au contraire trop triviaux. En fait, on le sait par l'observation du manuscrit annoté par Victor Hugo, puisque je vous rappelle qu'il inscrivait tout ce qui avait provoqué une réaction particulière du public. Donc en fait, ce qui a choqué, c'est pas forcément ce que dit la légende. Et puis, par contre, sur le moment, en 1830, les participants donc à cette bataille parlent de cette représentation comme d'une guerre, rappelant les guerres napoléoniennes. Par exemple, Sainte-Beuve écrit Victor au milieu de tout cela, calme, véritable César ou Napoléon, nous sommes tous sur les dents, car il n'y a guère de troupes fraîches pour chaque nouvelle bataille, et il faut toujours donner, comme dans cette campagne de 1814. Donc en fait, sur le moment, on a l'impression qu'ils imaginent déjà être dans une bataille. Les participants en fait ne vont pas penser tout de suite à faire le récit de la bataille. L'idée ne viendra que plus tard, quand le besoin de fonder une histoire du romantisme apparaîtra. Et à ce moment-là, rétrospectivement, la date de février 1830, la première représentation, marquera alors la naissance du romantisme. C'est au moment où Théophile Gautier constate que la pièce est en perte de vitesse et qu'elle devient finalement assez classique, qu'il pense qu'on ne comprendra pas plus tard qu'il ait fallu se battre. Et il décide alors, à ce moment-là, d'en écrire la légende pour se replonger dans cette origine du romantisme. Donc finalement, cette bataille, elle va être évoquée à travers des légendes, des récits. Ce sont des récits qui vont émaner de témoins directs ou indirects. On en retiendra en particulier 3, donc ce que dira Théophile Gautier, Alexandre Dumas et Adèle Hugo, la femme de Victor Hugo, donc témoins privilégiés évidemment. Ces récits ils sont largement rétrospectifs. Ils sont soit écrits avec 20 ans, voire 40 ans de décalage avec les faits. Donc on voit bien combien ils sont sujets à caution. Et enfin, ce sont des récits qui mettent en jeu le romantisme après 1850.
Donc, au moment où le romantisme vraiment a connu son apogée, on se replonge sur les origines du romantisme, donc les années 1830. Alors prenons le cas de Théophile Gautier. Il écrit 40 ans après la bataille. Et quand on regarde ses écrits, on constate qu'il manie l'hyperbole, le style épique. Par exemple, il écrit « Jamais œuvre dramatique n'a soulevé une plus vive rumeur, jamais on n'a fait autant de bruit autour d'une pièce, chaque vers était pris et repris d'assaut », quand il évoque Hernani. On sent bien que ce n'est pas tout à fait la réalité, ça ne correspond pas à ce que dit par exemple Joanny, donc c'est excessif. Il va comparer aussi Victor Hugo à Bonaparte. Il se place en personnage secondaire derrière Victor Hugo. Donc derrière ce témoignage de Théophile Gautier, on ressent bien le besoin de faire naître un peu une légende, d'amplifier les choses. Alexandre Dumas, lui, c'est un peu différent. C'est pas vraiment l'hyperbole qu'il manie, mais c'est plutôt le romanesque. En fait, il ne souhaite pas que le récit de la première représentation d'Hernani ternisse le succès de sa propre pièce, Christine. Donc il va réduire la bataille d'Hernani à une simple querelle entre l'auteur et les comédiens. Il va d'ailleurs inventer le célèbre dialogue entre Hugo et Mademoiselle Mars à propos du vers « Vous êtes mon lion superbe et généreux ». En fait, il nous fait croire dans ce passage, il invente un dialogue qui aurait eu lieu entre Hugo et Mademoiselle Mars à propos de ce vers. Et il nous fait croire que c'est Mademoiselle Mars qui a imposé sa volonté à Victor Hugo. En fait, c'est Hugo, on le sait maintenant, qui va décider de transformer le vers pour ne pas donner prise à la cabale. Donc on voit bien que qu'Alexandre Dumas va même carrément transformer la réalité. Pas seulement l'amplifier comme le fait Théophile Gautier, mais déformer la réalité même. Même Adèle Hugo, qui est pourtant une des premières témoins proches de Victor Hugo, eh bien, elle va utiliser le style épique et le style romanesque. Elle recrée comme Dumas certaines scènes. Donc on voit que c'est bien une légende, la bataille d'Hernani, basée sur des récits qui sont faits par des témoins, et des témoins qui vont écrire 20 ans, 40 ans après les faits, parfois en les transformant, en les amplifiant. Alors pourquoi évoquer une bataille ? En fait, quand on se penche sur les points communs entre la bataille d'Hernani et une guerre tout bêtement, on constate qu'il y en a un certain nombre de points communs. En fait, évidemment, il y a la notion de combat. Dans les deux cas, il y a une forme d'héroïsme, de registre épique, d'un héros qui se bat contre tout le monde. C'est le cas de Victor Hugo, par exemple. Par exemple aussi, les costumes, la longueur des cheveux. Souvenez-vous du gilet rouge porté par Théophile Gautier. Donc il y a une sorte d'uniforme, comme dans une bataille, comme dans une guerre. Et puis le spectacle, il est finalement aussi dans la salle, quoi. Et il y a la notion de jeunesse, de camaraderie, de solidarité, comme dans un combat, dans un conflit. Gautier écrit « L'absence d'envie et de jalousie littéraire, l'on s'aimait et l'on s'admirait franchement ». Ce sont des mots qu'on pourrait utiliser dans le cadre dans un domaine militaire entre soldats. Il y a même des signes de reconnaissance. Souvenez-vous, les billets qui sont intitulés « Yellow », les cheveux longs, le gilet rouge, donc comme des uniformes, des signes de reconnaissance entre camarades. Et puis certains vers, par exemple, « Oui, de ta suite, ô roi, de ta suite, j'en suis ». Je vous rappelle que c'est le dernier vers de l'acte 1 qui fit scandale. Même ce vers-là peut rappeler, pourquoi pas, une sorte de guerre ou de bataille. Et puis il y a le corps d'Hernani, certains objets qui rappellent le corps, pourquoi pas, de Roland à Roncevaux, donc dans des combats. Donc tous ces éléments, finalement, font penser à une bataille, à une guerre. Et on peut dire que cette guerre, c'est le combat entre la jeunesse qui se reconnaît dans les héros de Victor Hugo et les vieux, les vieillards, les pères tyranniques qui veulent imposer leurs lois à la jeunesse. Donc, ce qu'on peut dire finalement, c'est que la bataille d'Hernani n'est devenue ce qu'elle est qu'à force d'avoir été racontée souvent, longuement, et bien. Donc c'est vraiment le fruit d'une succession de récits. Alors cette légende, elle va être remise en cause par plusieurs auteurs en particulier. On va s'intéresser à Jules Vallès et Émile Zola. D'abord, Jules Vallès, il va dire tout simplement qu'Hernani, c'est un simple mélodrame. Et il va faire la satire des poètes qui ressemblent à Hugo, ou qui veulent se dire affiliés à Victor Hugo. Il les appelle des poitrines de poulet, des mollets de coq.
Il explique même que Vacry, qui est, je vous le rappelle, un des amis de Victor Hugo, qui s'était occupé de la représentation d'Hernani quand Victor Hugo était en exil, il explique que Vacry aurait acheté le succès de la pièce en offrant des places à des perroquets chargés d'applaudir. Donc vous voyez comment cette légende finalement elle est démolie avec des termes dépréciatifs, des jugements négatifs de Jules Vallès, qui est lui-même un romancier reconnu à l'époque. Émile Zola, lui aussi, va dénoncer cette légende. Il dit que Hernani ne fut pas pour lui un événement littéraire. Donc vous voyez combien il démolit l'idée même de bataille, etc. En 1877, Zola exprime sa déception devant la reprise d'Hernani avec Sarah Bernhardt. Il prétend qu'Hugo serait même devenu un auteur classique. Donc on voit que à la fin, donc dans le dernier tiers du XIXe siècle, la légende s'écroule un peu et que cette bataille d'Hernani finalement perd de sa superbe. Alors on peut le comprendre. Évidemment, à la fin du XIXe siècle, ce qu'a écrit Victor Hugo ne fait plus véritablement scandale. C'est un peu devenu un événement consensuel, il n'y a plus de scandale. Donc à partir du moment où il y a commémoration, il ne peut plus y avoir de scandale. Donc évidemment, la bataille s'essouffle à ce moment-là. Voilà comment on pouvait expliquer combien cette bataille est restée dans les esprits. Vous voyez bien qu'il y a des aspects véritables, hein. Effectivement, il y a eu des conflits autour d'Hernani, mais on peut quand même parler de récits, de légendes, en fait d'histoires un peu reconstruites à propos d'Hernani et de ses représentations. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Hernani et la bataille d'Hernani. Le cours est ainsi terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il a été suffisamment clair. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt peut-être pour d'autres aventures. Au revoir.